Donc, bonjour, Marc-André Caron, formateur en sciences et technologies chez Brault et Bouthier. Vous nous connaissez, on est là depuis des années pour offrir des ressources pour le monde scolaire. Et moi, mon travail, c'est la plus belle job qu'il y a chez Brault et Bouthier, c'est de jouer avec tous ces petits robots. Mais là, on dit jouer, ça reste le gag, mais vous et moi, on sait que c'est très sérieux, c'est très pédagogique. On est capable d'amener les enfants très loin avec ça, sous couvert de, on va par le jeu, apprendre par le jeu. Moi, je suis un grand fan de « on apprend en faisant ». Donc, aujourd'hui, le but de cette très petite présentation, tout est parfait, merci, c'est de parler d'un continuum, c'est-à-dire, les enfants, aujourd'hui, ils grandissent avec la technologie. Encore plus que ma génération, on dit qu'on avait un ordinateur dans les mains très rapidement. Eux autres, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Dès la maternelle 4 ans, on peut faire de la robotique à l'école. On s'entend, ce n'est pas de la robotique de haut niveau, c'est de l'introduction. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un continuum qui fait qu'un enfant, dans un programme scolaire, dans son développement, va pouvoir partir dès la maternelle 4 ans à travailler des concepts de codage, voire de robotique, et faire ça jusqu'à la fin du secondaire et après ça, ses études post-secondaires s'il le désire. Parce que la robotique, le codage, c'est de la résolution de problèmes, en fait. Et on n'apprend pas la robotique pour devenir roboticien, on n'apprend pas à programmer pour devenir programmeur. On apprend tout ça parce que ça va nous servir dans la vie. Comme on n'apprend pas à écrire pour devenir écrivain, ça serait juste une ligne. On apprend à écrire parce que ça sert dans tout dans la vie. On apprend à lire parce que ça sert à tout dans la vie. Même chose avec la robotique. Donc, je veux vous parler de 6 robots aujourd'hui, 6 produits. Oui, nous, on est là pour offrir des produits aux écoles. On les vend, on est une entreprise. Mais moi, je ne suis pas un vendeur. Moi, je suis un enseignant. J'ai enseigné 8 ans au secondaire. Un jour, j'ai fait le transfert ici chez Brault et Bouthier et mon travail, c'est d'analyser voir la possibilité pédagogique, la qualité d'un robot. Est-ce que rendu dans la classe, dans mes classes au secondaire, dans les classes de ma femme qui enseigne au primaire, dans les classes de mes anciens collègues, de mes collègues actuels, est-ce que ces robots-là vont amener quelque chose? Puis c'est quoi leur place? Aujourd'hui, on va parler de leur place. Donc, j'ai préparé cette petite présentation et je veux vous parler en partant de Bee-Bot et Blue-Bot. On peut les commencer dès la maternelle 4 ans. Hein, si vous les connaissez déjà, là, voici Bee-Bot et voici Blue-Bot. La seule différence entre les deux, c'est qu'elle, elle n'est pas bleue, mais elle peut se connecter en Bluetooth avec un iPad ou avec un ordinateur et on peut la programmer à l'écran. Sinon, on programme avec les boutons qui sont sur son dos. Son gros avantage, c'est la simplicité. Un enfant de 4 ans peut, après une simple démonstration en 5 minutes, apprendre à programmer l'abeille et lui faire faire des petits trajets sur un tapis. Et là, ce que l'enfant va développer, c'est la séquence, va apprendre la séquence. La séquence, pourquoi c'est important dans la vie, la séquence? Meilleur exemple de ça, c'est une recette. Si on ne fait pas la recette de Ricardo dans l'ordre, on va se ramasser avec un produit très différent des muffins auxquels on s'attendait. Hein? Le mélange, la cuisson, ça a un ordre et c'est très, très important. Donc, la Bee-Bot va permettre aux enfants, dès le préscolaire, d'apprendre la séquence, dans quel ordre on doit faire les choses. On va apprendre aussi à réfléchir de manière logique. Hein? Je vais tourner à droite, mais si l'abeille est de l'autre côté, droite, ça devient gauche, un peu comme un miroir, là, ça ne marche plus. On va développer sa logique, sa perception spatiale. Même chose avec la Blue-Bot. Puis en même temps, on joue avec l'imaginaire. Parce que la Bee-Bot va travailler sur un tapis où il va y avoir des châteaux, où il va y avoir des lettres, il va y avoir des couleurs. On peut travailler une panoplie d'autres sujets. Est-ce que ça s'arrête au préscolaire? Non. Moi, j'ai vu des conseillers pédagogiques passer un après-midi ici chez Brault et Bouthier et on s'était nous-mêmes lancé des défis plus avancés où on devait se coordonner à plusieurs abeilles pour faire une mission en commun. Et on a dû prendre des notes. On a tous un baccalauréat en éducation, puis il a fallu prendre des notes pour quelque chose qui s'adresse au préscolaire. Donc, la Bee-Bot, la Blue-Bot, c'est un excellent point de départ. Gros avantage, il n'y a aucune construction à faire. OK? On la prend, on la sort, on l'allume, on commence à programmer. Je parle de continuum. Ça peut servir de maternelle, 6e année, même des activités au secondaire. Évidemment, en 6e année, là, on ne va pas passer 6 mois là-dessus. On va peut-être passer un après-midi, une journée, une activité pour faire une introduction. Tandis qu'à maternelle, on va pouvoir passer l'année dessus à l'utiliser à plusieurs fois. Je vous amène à un autre robot qui pourrait faire suite dans la progression. Hein?
On pense maintenant à une école qui serait une école STEAM, où on intègre beaucoup, partout, la programmation à tous les niveaux. Les élèves arrivent en première année, deuxième année, jusqu'à sixième année. On peut y aller avec notre ami Dash. Dash, qui est un robot très sympathique parce qu'il parle français. Ça, c'est bien. Ce n'était pas le cas quand il est sorti, mais on a poussé beaucoup pour avoir des mises à jour. Et Dash se programme en Blockly, à la manière de Blockly. Blockly, c'est une copie de Scratch qui est une copie de, non, Scratch est l'original, les autres l'ont copié. Alors là, les enfants vont commencer encore à travailler la séquence, mais on va pouvoir rajouter des boucles. On peut pouvoir ajouter, si on veut, on peut aller jusqu'aux variables, on va faire des choix. Et on a des capteurs de son, des capteurs de distance. Le robot devient beaucoup plus mobile, travailler les distances. L'enfant va continuer d'évoluer dans son apprentissage de la programmation. Encore une fois, ici, il n'y a pas de construction. On sort le robot de la boîte, on le charge, il y a un fil avec, et il n'y a aucune construction à faire. On peut, si on veut, il y a des attaches qui vont avec, on peut le pousser plus loin. Mais à la base, le robot Dash est très complet pour continuer de développer l'apprentissage de la programmation avec les élèves en classe. Encore une fois, ça peut servir très, très simple à des élèves de première année qui vont programmer très simplement avance-recul, à des sixième années qui vont faire un exposé oral ou qui vont raconter carrément des blagues ou faire une mini-pièce de théâtre en interagissant avec le robot, en préparant la séquence des répliques, ses réactions, les couleurs des émotions avec les petites couleurs dans le robot. On peut aller très loin. Un autre robot pour aller plus loin, OK? On avait Bee-Bot, pas de construction. Vous allez voir pourquoi je parle de pas de construction. On a eu Dash après ça, où on va toucher à tous les niveaux de codage. Et j'ai mon ami Root ici. Pourquoi Root, je l'ai mis sur le tableau? C'est un robot que j'appelle un robot de table, ou dans ce cas-là, un robot de tableau. C'est un robot qu'on peut avoir un tapis, il va se promener sur la table, un peu comme la Bee-Bot ferait. Mais lui, c'est une nouveauté, on l'aime beaucoup. C'est la même compagnie qui fait les aspirateurs Root. Ils ont maintenant une division éducation et on a le robot Root comme ça qui va sur un tableau magnétique. Un de ses avantages en temps de pandémie, c'est qu'un enfant peut programmer à la maison sur le site web de Root ou sur sa tablette, prendre le code, l'envoyer à un enseignant qui serait à distance, qui va le mettre au tableau exactement comme je suis en train de le faire là et faire rouler le code de l'élève sur le tableau pour que toute la classe puisse le voir. Et je prends une seconde, ça va être ma seule démonstration de programmation aujourd'hui, mais mon robot, il est présentement branché. Je vais prendre un crayon, je le mets dans le robot ici. Et là, si je vous montre mon écran de programmation, oui, ici, je suis sur code.irobot.com, c'est gratuit, vous pouvez aller voir si vous voulez. J'ai fait un petit code. L'enfant peut... Là, il a appris à coder, l'enfant, c'est le fun. Oups, je clique dans mon écran de diffusion, ça ne va pas bien. L'enfant peut coder de 3 niveaux différents. Avec la Bee-Bot, on a une façon de coder. La Blue-Bot en offre d'autres si on veut. Dash nous offrait le Blockly. Ici, avec Root, on peut continuer en Blockly. C'est la même façon de fonctionner. Mais si vous regardez en bas de l'écran, présentement, je suis au niveau 2. Je pourrais aller au niveau 1, qui va être très simple. Là, je ne le verrai pas parce que je vais perdre mon code, mais ça va être un niveau de programmation plus de débutant, avec des images. Donc, des jeunes enfants vont pouvoir commencer à programmer avec Root, le commencer très jeune. Et je peux aller plus loin. Si je vais à 3, eh bien là, on est rendu en Python. Oui, les élèves de fin du primaire, début du secondaire, secondaire au complet, peuvent commencer à travailler le Python avec le même robot. Donc, c'est un robot qui permet beaucoup de choses. Et là, je voulais vous faire une démonstration. Je vais fermer la fenêtre de prévisualisation et je vais tout simplement démarrer mon robot et je vais le laisser aller comme ça. Dans mon code, vous voyez qu'il a baissé son crayon, qui est en train d'avancer de 20 cm et qui tourne de 90 degrés au tableau. Alors, ce code-là, je pourrais le sauvegarder à l'écran et me générer un petit code. Je pourrais le copier-coller, l'envoyer à quelqu'un d'autre qui est dans sa maison à Saint-Hilaire en train d'enseigner à distance et pourrait, avec son robot Root, refaire exactement le même programme. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais pas en cas de pandémie, Root reste encore un robot très intéressant par ses 3 niveaux de codage, par ses capteurs tactiles en avant, il entend le son, il voit un petit peu la lumière. Il y a une efface aussi, je pourrais le programmer pour effacer le tableau. Il va travailler les angles, il va être super bon pour travailler les angles, les cercles, les vitesses de roue. Donc, on a vu une évolution. L'élève, il commence
prématernelle, maternelle, il est avec pas prématernelle, mais maternelle 4 ans, il est avec sa Bibot Bluebot. Début du primaire, il y va avec son Dash, il apprend Bloc-Lit, il peut se rendre très loin en Bloc-Lit. Et rendu là, il continue, mais il va travailler plus les angles, il va faire dessiner, il est même rendu au tableau. Donc, on a vu une progression comme ça. On peut avoir juste avec 3 robots différents, toucher à tous les élèves d'une école au complet. Et c'est important aussi, comme le rapportaient les gens de la Fondation Estime, que les enfants n'apprennent pas qu'un robot, qu'ils apprennent à réfléchir avec d'autres robots. Parce que parfois, on va connaître juste une façon de faire une chose. Tu sais, moi, je vais prendre mes emails, je passe toujours par là. Puis si jamais le lien ne fonctionne plus, je ne sais plus où aller. Oui, mais tous les chemins mènent à Rome. Alors, tous les robots, si tu sais en programmer un, tu es censé comprendre les bases de l'autre après une petite session d'orientation. Donc, ces robots-là, Dash, Bibot, Bluebot et notre ami Root ici, qui est un robot de table ou de tableau, aucune construction. On se concentre sur le code et sur ce qu'il fait en se promenant. Pour quel âge Root? Root, il peut commencer dès 8 ans, 7, 8 ans. On peut commencer très jeune. Je vais revenir 2 secondes juste pour vous le montrer. Regardez, je vais briser mon code, bien, changer de niveau. Voilà, avec Root, on peut commencer à programmer comme ça. Ça a été traduit en français, mais il n'y a que les menus qui sont en français. Un enfant qui ne sait pas lire, mais reconnaît les icônes, va pouvoir commencer à programmer comme ça. Tout simplement, un peu au niveau du WeDo, au niveau de Scratch Junior, on peut commencer à le programmer. Si je reviens là, dans mes diapos ici, là, je change un peu de façon de faire parce qu'en robotique, on apprend le codage. La robotique, c'est une composante de la codage. On a appliqué ce qu'on a appris au codage à une structure physique qui est un robot. On sort de l'écran et on s'en va dans le merveilleux monde physique. Si on va aller plus loin, là, je vous amène dans le monde du Lego. Parce que les Legos, je suis un grand fan de Lego pour ceux qui me connaissent, ça nous amène ailleurs. Ça rajoute la manipulation physique. Au préscolaire, maternelle 4 ans inclus, Lego nous offre le Duplo Express du codage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le petit train que vous voyez là, c'est juste un train. Il se promène et sur la traque, il y a des petites palettes de couleurs qui font que le train va réagir différemment, dépendamment de la couleur qu'il rencontre. Il peut allumer ou fermer ses lumières, il peut s'arrêter, il peut changer de direction, il peut s'arrêter, faire le plein d'eau et continuer. Il y a plein de variables comme ça. Il peut même choisir le chemin où il veut. En programmation, quand tu choisis d'aller à gauche ou à droite, c'est un choix, ça peut y aller avec un capteur. Et là, l'enfant, en construisant un monde imaginaire, il y a énormément de pièces dans ce jeu-là, c'est une immense boîte. On va demander à l'enfant simplement de jouer, de se créer un monde imaginaire et de faire des histoires en faisant promener le train à différents endroits et en le faisant réagir. Ce n'est pas du codage comme tel, c'est du pré-codage. L'enfant commence à se faire des histoires et à résoudre des petits problèmes. Hein? Je veux aller d'abord à l'aéroport chercher grand-maman et ensuite, on va reprendre le train et on va aller à la plage. Quel est le trajet qu'on doit faire? Je dois changer les aiguillages, je dois avancer, je dois reculer. C'est tout simple, mais pour lui, c'est une histoire, c'est un jeu et c'est très, très amusant. Donc, premier niveau de codage, ici, Lego nous l'offre. C'est complètement ludique, c'est vraiment le fun. Là, l'enfant arrive, il s'en va 3e, 4e année. WeDo 2.0 embarque. Là, ici, attention, le WeDo au Québec, hein, on est le village gaulois, nous autres, on ne fait rien comme les autres. J'ai vu des écoles qui commencent le WeDo dès la première année. Il faut savoir qu'officiellement, chez Lego, WeDo s'adresse à la 3e et 4e année. Pourquoi? Parce que les activités pédagogiques qui viennent dans la tablette, qui sont incluses, qui sont déjà toutes réfléchies et présentées aux profs, s'adressent à de la matière qui touche au programme de 3e et 4e année. D'ailleurs, on a fait un gros guide là-dessus qui fait le lien avec les programmes du Québec, de l'Ontario, en français et en anglais. Éric pourra vous en parler un peu plus si jamais vous avez des questions là-dessus. Par contre, comme ressource, le WeDo, la boîte est là, elle peut servir à plein de choses. C'est des Legos. On a un moteur, on a des capteurs, on a un système de programmation qui est très, très simple, comme vous le voyez à l'écran. L'enfant va programmer avec des icônes, travailler des chiffres, il peut faire des mathématiques, il peut faire un paquet de choses avec ça. Et il va créer ses robots. Donc là, il y a à construire. S'il construit n'importe quoi sans réfléchir, il ne fera pas un robot. Il va faire une belle création, une œuvre abstraite, il va faire un dragon, peu importe. Mais s'il ne réfléchit pas à son mécanisme, à comment il fait bouger son dragon, ça ne fonctionnera pas. Mais ça rajoute une couche à la résolution de problèmes. Il va pouvoir adapter son robot
à son projet, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut représenter de manière figurative. Rendu en 5e année, jusqu'à la fin du secondaire. Fait un gros bond, c'est parce qu'il sert très longtemps. C'est le nouveau Spike Prime de Lego Éducation qui vient prendre la place du EV3 qu'on a connu. Mais attention, il prend plus que la place du EV3, parce que le EV3, il était quand même, c'est un robot avancé, c'est un robot, j'appelle ça moi, un robot d'ingénieur. Hein? On va penser plus à nos mécanismes, du Lego technique, de la programmation plus poussée. Le Spike Prime vous offre exactement ça, mais en plus, il y a une facilité et il y a une versatilité qui fait que ça va fonctionner avec les plus jeunes. Toutes les activités qui sont incluses dans Spike Prime se rattachent à la 5e, 6e année, secondaire 1, secondaire 2, et Lego n'en rajoute d'autres. La grande force de Spike Prime, c'est qu'un enseignant qui s'y connaît un peu, qui connaît l'environnement Spike Prime, qui connaît la programmation, qui a des élèves qui ont vu d'autres robots avant d'arriver dans sa classe, il va pouvoir prendre ces ensembles-là et les intégrer à ses autres cours en allant encore plus loin, hein, faire des mélanges pédagogiques. Parce qu'encore là, on ne fait pas de la robotique juste pour faire de la robotique, on ne fait pas du codage juste pour du codage, on veut faire de la résolution de problèmes, apprendre à réfléchir, et on peut intégrer tout ça ensemble. Donc, en commençant préscolaire avec le Lego Duplo, les enfants construisent des belles aventures, vont programmer des séquences. Le Lego WeDo 2.0 qui vient leur montrer plein d'aspects scientifiques. Hein. Toutes les activités de WeDo sont axées sur la science d'abord et avant tout, avec une composante qui est robotique. Parfois, c'est juste un démonstrateur et parfois, ça illustre vraiment le propos. Je pense au tremblement de terre où les enfants vont carrément étudier une échelle de Richter faite maison en Lego. Donc, c'est une progression comme ça en programmation, mais en robotique aussi, en construction. Ce qui fait que les écoles qui ont envie que les élèves touchent au codage, à la robotique le plus possible, ils ont tous les outils disponibles pour le faire. Il y a eu plein de robots qui sont rentrés dans les écoles dans les dernières années. On est bien placé pour le savoir parce qu'on a fourni, nous, ici, beaucoup d'écoles. Mais on ne veut pas que ça dorme sur des tablettes ou dans un armoire en quelque part parce que les enseignants ne savent pas trop quoi faire avec, ils en ont peur. On est là pour les aider, on est là pour les accompagner et on n'est pas les seuls au Québec qui faisons ça parce qu'on a tous les récits qui sont là pour aider les enfants dans différents domaines et c'est pas à moi, vous avez un récit sciences et technologies. D'ailleurs, Sonia va être là dans quelques minutes là, pour vous en parler mieux que moi. Mais vous avez des ressources dans vos écoles, des technopédagogues, des conseillers pédagogiques en technologie et le récit qui est là pour vous aider à les intégrer, tous ces outils-là. Nous, évidemment, on offre de la formation, on offre de l'accompagnement. On ne veut pas que ça prenne la poussière ces tablettes. Ça, c'est très, très triste. C'est comme un dictionnaire qui est encore emballé dans son cellophane, puis c'est en 1992. C'est triste. Ça ne marche pas. Il n'est pas assez date, puis il n'a pas servi. Nous, on veut que les robots servent. On veut, à la limite, qu'ils brisent tellement ils ont été utilisés. On est garanti. On va les assumer comme ça. Et on cherche toujours à innover. Alors voilà, c'est un peu mon exposé. Là, il me reste un gros 10 minutes. Je suis heureux, j'ai vraiment clenché ça. Je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Tu as touché à ton micro, on ne t'entend plus. Je m'excuse, je pense que c'était moi. Juste 1 minute. Voilà. Est-ce que c'est possible d'activer votre micro? André, moi, je suis capable d'activer le mien, fait que tu devrais pouvoir réactiver ton micro. Oui, Marc-André? Je parlais dans le mute. OK, il y avait quelque chose sur mon écran. Ah, je m'excuse. Je ne le voyais pas, j'avais ma diapo dessus. Ah, d'accord. Je pense que c'est moi. Je m'excuse. Alors, je pense qu'il y a du temps pour la discussion. Si tout le monde, là, si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vais continuer. Je peux vous en parler en masse. Une des plus belles approches dans le continuum en robotique que j'ai vu, c'est la Fondation Estime. Je l'ai mentionné à quelques reprises et ce n'est pas pour rien. J'ai été invité à plusieurs lancements, à plusieurs présentations de la Fondation Estime. Et leur philosophie, c'est d'amener la programmation pour tout le monde à tous les niveaux. Ils s'attendent à ce que les enfants, tous les enfants de l'école, codent au moins une fois par semaine et pas seulement sur une sorte de robot. On va essayer de varier les robots.
Je repense à cet exemple-là que j'ai vu il y a quelques années où à l'école, je crois que c'était l'école Paul Jarry, qui était devenu un phare dans ce domaine-là, où il avait pris un corridor complet. Et dans le corridor, par terre, ils avaient fait des labyrinthes avec du papier collant, du papier électrique qui était quand même assez solide. Et là, il y avait plusieurs labyrinthes comme ça. Pendant leur période de robotique, les enfants de différentes classes prenaient Dash, prenaient Bee-Bot, prenaient le robot, il y avait les sphéros qui étaient là aussi, et allaient dans le corridor et faisaient un ou l'autre des labyrinthes. Ils devaient faire de la résolution de problèmes pour qu'ils se promènent. Là, on pouvait varier les vitesses. On pouvait faire, s'il était très avancé, faire le labyrinthe en avançant et le refaire en reculant. Et il n'y avait pas d'entrée et de sortie. Donc, on pouvait le faire dans les deux sens, qui n'était pas le même programme quand on y pense. Si on le voit de l'autre point de vue, gauche devient droite. Donc, il fallait résoudre tous ces problèmes-là. Ça leur permettait de voir plusieurs langages, plusieurs robots et plusieurs défis comme ça. Évidemment, ça, c'est qu'un exemple, faire des labyrinthes. On parle ici de mouvement de robots. On peut avoir des robots aussi qui vont avoir des capteurs et qui vont aller chercher des données. C'est là que j'aime beaucoup le Spike Prime de Lego Éducation, parce que celui-là, il nous propose des capteurs de couleurs. Capteur tactile, qui est ici le nez de mon rhinocéros. D'ailleurs, il y a une activité qui est vraiment intéressante, c'est qu'on va mettre des lignes noires, quand même assez épaisses, sur une feuille, et on va demander au robot d'aller les compter. Comment on va programmer notre robot pour qu'il avance, qu'il voit des lignes noires, des espaces blancs, qu'il enregistre dans sa mémoire, il y en a combien, qu'il revienne me donner l'information. Parce que c'est ce qu'on fait présentement avec Mars. On a pris un robot, on l'a envoyé sur Mars, il est en train de prendre plein d'informations et nous le ramène. On peut vivre une activité similaire dans la classe. Évidemment, l'élève voit le nombre de lignes, il est capable de les compter. Sur Mars, c'est un peu plus dur d'y aller en personne de ce temps-là, mais là, on peut le faire avec un robot. Donc, l'enfant peut créer le robot qu'il veut, pas obligé de suivre un plan. Il existe une tonne de plans dans les applications, sur le site web des producteurs. Sur Internet, les gens partagent Facebook. C'est bien plein de plans qui vont pour tous les robots d'activités. Mais l'enseignant dans sa classe a le pouvoir de modifier les activités, de l'adapter sa présentation aux élèves pour aller chercher le plein potentiel pédagogique. J'ai une amie enseignante, elle a des Bee-Bot et Blue-Bot. Elle enseigne l'anglais. Alors, elle se sert des Bee-Bot avec une grille transparente. Elle met ses verbes sur des feuilles en dessous de la grille transparente. Et les élèves, ce qu'ils doivent faire, c'est programmer la Bee-Bot pour aller au bon verbe lorsqu'elle pose une question. On peut même faire des courses. Quel Bee-Bot va arriver avant à la prochaine réponse, à la bonne réponse? Alors, les enfants travaillent leur logique, leur déplacement, mais en même temps, ils révisent leur verbe. Donc, elle est en train d'inclure tout ça dedans. J'ai vu une enseignante en Ontario. Ça, j'ai adoré parce que je suis un ancien prof d'histoire où les robots, qui étaient des EV3 à cette époque, elle avait une immense carte du Canada dans sa classe. Elle avait fait venir ça d'un organisme à Ottawa, donnait des cartes du Canada, mais immense. Mais ça sur le tapis. Les robots devaient suivre le chemin de fer canadien pour dire par où il avait passé, c'est où le développement. Une autre activité, les robots devaient aller chercher des blocs de couleurs qui représentaient des ressources naturelles et aller les placer aux bonnes provinces, le blé, Saskatchewan, les poissons dans les maritimes. Alors, les enfants qui avaient passé un après-midi à apprendre à coder, à prendre leur distance, mesurer, estimer, rotation, circonférence, les angles, apprendre à faire la séquence, évidemment. Quand ils arrivaient à leur examen d'histoire, leur examen de géographie, je peux-tu vous dire qu'ils le savaient, ils connaissaient vraiment bien, un, leur province, deux, l'histoire et les ressources naturelles, parce que toute l'activité de programmation avait été en lien avec le cours d'histoire. C'était vraiment un excellent mélange. Et quand il arrivait en mathématiques, même s'il n'y avait pas de robotique dans l'examen de mathématiques, la séquence pour résoudre un problème complexe, une évaluation, là, le nom m'échappe, une SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, il y avait beaucoup d'étapes. Bien, la séquence était déjà acquise avec les robots, donc ils pouvaient l'appliquer dans quelque chose de complexe. Donc, quelqu'un qui apprend à programmer, quelqu'un qui apprend à programmer un robot, quand il va arriver dans une cuisine qui va dire « Je veux faire de la bannique, c'est quoi les étapes pour faire de la bannique? Je vais trouver ma recette, rassembler mes ingrédients. » La séquence va tomber dans sa tête très, très claire et cet élève-là va être organisé. Donc, je crois beaucoup, moi, comme ça, à la robotique pédagogique pour pouvoir aider les élèves à apprendre à résoudre des problèmes, à s'organiser, à apprendre à réfléchir. Ça peut s'appliquer dans plein de domaines.